Bonjour à tous, merci à vous tous d'être présents ce matin, en ce samedi, avec nous. On est très ravis avec ma collègue d'être face à vous et de vous parler d'entrepreneuriat et de comment sauter le pas pour se lancer dans cette merveilleuse aventure qu'est l'entrepreneuriat. On va se présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Jérémy Thierry. Je suis chef de projet entrepreneur #leader dans une structure associative qui s'appelle la BGE Paris. On aura l'occasion d'en rediscuter juste après. Et je suis heureux d'être accompagné par ma collègue Kémy. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Kémy. Je travaille également... Vous m'entendez mieux ou pas? Allô? Oui, voilà, c'est bon. Ah, c'est mieux, ok. Donc, je m'appelle Kémy et au même titre que Jérémy, je travaille à BGE, où là, je suis conseillère et à ce titre, j'accompagne les créateurs qui ont des projets entrepreneuriaux. Donc, à nouveau, bienvenue dans cette masterclass où l'objectif, ça va vraiment être de voir comment vous allez pouvoir sauter le pas, de voir comment vous allez pouvoir lancer votre projet entrepreneurial. Du coup, je suppose que si vous êtes là, c'est que déjà, il y a quand même une certaine attirance que vous allez avoir vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Peut-être que vous en êtes au début de la réflexion. Peut-être que vous avez déjà plusieurs idées. Peut-être que vous êtes même déjà lancé. Et en gros, moi, ce qui va m'intéresser là, tout de suite, avant de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet, c'est de voir où est-ce que vous en êtes. Du coup, juste à main levée, est-ce que vous pourriez m'indiquer qui parmi vous est plutôt au stade de la réflexion et n'a pas forcément d'idées en ce moment? D'accord. Qui parmi vous a déjà une ou deux idées peut-être qui souhaiteraient peut-être clarifier les choses? D'accord. Parmi vous, peut-être que certains d'entre vous ont des projets très très clairs. Tout est clair dans leur esprit. Ok. Et peut-être que certains d'entre vous sont déjà lancés. Ok, donc assez hétérogène l'Assemblée aujourd'hui. Merci pour votre participation à ce petit sondage. Ça m'éclaire mieux par rapport à la direction qu'on va pouvoir donner à cette masterclass. Alors, déjà, quand vous souhaitez vous lancer dans un projet entrepreneurial, le travail d'introspection va être absolument indispensable à faire. Ça veut dire que vous allez devoir travailler sur vous, travailler sur votre personne. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de rencontrer pas mal de créateurs qui vont avoir des personnalités distinctes, des modes de fonctionnement différents. Et l'idée, pour vous et pour eux, ça va vraiment être de créer un projet qui vous ressemble. Pour ce faire, il va falloir que vous fassiez ce fameux travail d'introspection. Qu'est-ce qu'on entend par travail d'introspection? Donc déjà, vous allez faire le point sur ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire. Vous allez commencer à réfléchir sur les moments où vous êtes tellement passionné, tellement absorbé, tellement pris dans le flow que vous ne voyez pas le temps passer quand vous faites une action. Vous allez également vous demander ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, ce que vous savez faire, ce que vous devez apprendre à faire dans le cadre de votre projet. Vous allez également faire un point et essayer d'être au clair avec toutes les qualités que vous avez d'ores et déjà et que vous allez pouvoir mobiliser dans le cadre de votre projet. Je suis calme, je suis flexible, je suis organisé, je fais preuve de leadership et ne pas être humble par rapport à ça. Restez réaliste, si vous êtes créatif, dites-le. Enfin, prenez-en conscience et affirmez-le clairement pour le coup. De la même façon, soyez au clair sur tous vos atouts. Les atouts peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être le fait d'avoir un véhicule, un permis, un apport, le soutien de sa famille, de son entourage, le fait d'avoir un réseau autour de soi qu'on va pouvoir mobiliser de manière à avancer plus vite dans le projet. Parmi les atouts, on peut même aller plus loin, voir peut-être que vous avez des talents. Donc je sais que c'est un mot qui fait un peu peur quand on dit « mais qu'est-ce que c'est que votre talent ?» Je ne sais pas trop. L'idée du talent, c'est vraiment de se demander qu'est-ce que vous faites peut-être plus vite, plus efficacement, plus facilement, avec plus de fluidité que les autres. L'idée, c'est de se demander à quel moment votre entourage va vous solliciter pour vous dire « ah bah dis donc, tu pourrais peut-être me renseigner à ce titre, toi qui es si bon en... oh là là, je devrais bien pu faire ça à la place. » Tous ces moments-là, que vous avez sans doute déjà traversés dans votre vie, essayez de vous les remémorer et vous dire « ah ben oui, c'est vrai que j'ai ce talent, même si je n'avais pas confiance jusqu'à présent, mais se le dire en tout cas. » De la même façon, quand vous allez travailler sur tout ce travail d'introspection, c'est de se dire, aujourd'hui, peut-être que vous êtes salarié d'une entreprise, peut-être que vous êtes en poste, mais c'est de voir beaucoup plus large que ça, de prendre absolument tous les pans de votre vie personnelle.
vos projets personnels, vos vies associatives, vos loisirs, vos hobbies, peut-être même revenir à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant ou adolescent. Vraiment voir le plus large possible. Par contre, il va quand même falloir que vous preniez en considération les potentielles contraintes que vous pourriez avoir, des contraintes personnelles, professionnelles qui vont être de plusieurs ordres à nouveau. Peut-être vous allez avoir des problèmes liés à votre santé, peut-être que ça va être des enfants en bas âge dont vous allez devoir vous occuper, peut-être même des parents un peu plus âgés dont vous allez devoir vous occuper, peut-être le fait d'avoir une vie associative à côté qui vous prend peut-être un petit peu de temps, voire une activité salariée. Donc l'idée, c'est pas de se dire « Ah, bah, j'ai cette contrainte, donc j'abandonne mon idée ». Non. L'idée, c'est de se dire « Je sais que j'ai ces contraintes-là, je sais qu'elles existent du moins, et je vais m'organiser en fonction, de manière à avancer dans mon projet malgré tout ». De la même façon, vous allez devoir réfléchir aussi sur le niveau de risque que vous allez pouvoir accepter dans le cadre de ce projet. Le risque ne va pas être le même, par exemple, pour quelqu'un qui est demandeur d'emploi et au début de sa période d'indemnisation. Il va avoir une tension peut-être un peu moins importante que la personne qui a son 24e mois et qui va se sentir peut-être un peu plus tendu en termes de temps. De la même façon, charge à vous de réfléchir sur la somme, sur l'argent que vous souhaitez miser sur le projet et de vous fixer des limites dès le départ. Et pour finir, je vais aborder une notion très importante quand vous êtes entrepreneur, le pourquoi. Le pourquoi extrêmement important. Toujours vous demander avant de vous lancer, mais pourquoi je me lance ? Pourquoi je me lance dans ce projet ? L'idée, c'est que ça va vraiment être la source de votre motivation, notamment dans votre quotidien quand vous serez lancé. On va avoir plusieurs créateurs, peut-être parmi vous, qui vont avoir des pourquoi différents. Pourquoi je me lance ? Certains d'entre vous vont se dire, ce que je recherche avant tout, c'est la liberté, l'indépendance. Être maître de mes actions, être maître de mes décisions, être maître de mon temps, ne pas avoir à rendre de compte à quiconque. Peut-être que ça sera votre moteur. Peut-être que certains d'entre vous vont plutôt chercher à s'épanouir sur le plan personnel, essayer de se développer, essayer de se challenger, aller au maximum de leur potentiel. Typiquement, on voit souvent des personnes qui sont issues du monde de la finance et qui d'un coup se disent « je vais essayer d'explorer mon potentiel et changer de métier en basculant dans des activités beaucoup plus manuelles pour le coup ». Ça peut être le cas. Certains d'entre vous vont se dire « si je me lance, c'est pour gagner plus ». C'est un moteur, mais souvent, c'est pas suffisant. Donc, allez chercher peut-être un peu plus loin. D'autres vont se dire que moi, je me lance pour donner du sens à mon travail. Ce que je veux avant tout, c'est trouver une activité qui soit vraiment en ligne avec mes valeurs, en ligne avec mes aspirations, et qui vont toujours vers plus d'impact. Donc, tout ça va être très subjectif, va être propre à vous. La liste, évidemment, n'est pas exhaustive, mais faites ce travail. Faites ce travail d'introspection et se demandez pourquoi vous vous lancez. Vous allez avoir plusieurs outils qui vont vous permettre d'avancer dans cette réflexion. Des outils qui seront disponibles, à savoir peut-être un bilan de compétences, peut-être des tests de personnalité, peut-être s'appuyer sur la méthode Ikigai pour ceux qui connaissent. L'idée, c'est de se dire que le travail d'introspection peut prendre du temps. Ça peut même prendre le temps d'une vie entière. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez peut-être avancer un peu. Donc, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on va prendre une petite minute de notre temps ce matin pour essayer de se mettre d'ores et déjà en mouvement. Et ce que je vous demandais de faire, c'est soit de prendre une feuille, parce que j'ai l'impression que vous avez une feuille, un stylo, d'autres pourront peut-être prendre leur téléphone et d'ores et déjà commencer à réfléchir à tous vos savoir-être, toutes vos compétences, tous vos savoir-faire, et les lister de manière exhaustive le plus possible. Vraiment, faites la liste de courses et lâchez-vous, quoi. On vous donne 1 minute, allez-y. En fait, c'est vraiment un travail que je demande de faire dans la mesure où je sais que la plupart d'entre nous, on est pris dans le flot de nos quotidiens, dans le flot de nos contraintes tous les jours. Et l'idée, c'est quand même de commencer à se mettre en action, en mouvement pour avancer.
Ouais, je pense que vous êtes déjà pas mal sur l'avancée de la réflexion. Vous prendrez le temps par la suite, après la journée enfin, notre journée, les jours qui vont suivre, de continuer peut-être cette liste. Du coup, après ce travail d'introspection, il va falloir avancer encore. Yes. Non, mais en effet, c'est extrêmement important que vous preniez le temps de réfléchir à qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire. Parce que vous allez vous lancer dans une activité qui va vous prendre tout votre temps, toute votre énergie. Et cette énergie, vous allez la puiser dans le sens que vous trouvez dans votre quotidien. Et donc savoir, vous, quel est votre pourquoi, qu'est-ce qui vous anime, ça va devenir votre moteur qui fera que votre boîte sera une réussite. On parle souvent des idées, j'ai pas la bonne idée. Il n'y a pas nécessairement de bonnes idées, il n'y a que des bonnes exécutions de l'idée. Et la bonne exécution, elle vient de la motivation et de l'énergie que vous allez mettre dedans. Donc extrêmement important de bien vous connaître avant de vous lancer dans un business. On va voir un deuxième élément. On a vu l'introspection, donc ce qui est propre à l'entrepreneur. Et on va regarder les facteurs externes. Qu'est-ce qui pousse un entrepreneur à devenir entrepreneur ? Ok, il y a des compétences, on en a parlé, mais il y a également des opportunités qu'on va pouvoir saisir sur le marché. Vous avez une expérience, vous savez faire des choses dans votre vécu, vous rencontrez différentes situations, et ces différentes situations vont, vous en tant que personne, vous amener à vous questionner. Ah, dans cette situation, j'identifie un problème. Et ce problème-là, je ne suis pas tout seul à le rencontrer. Et en fait, il mérite d'être résolu. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier une opportunité, faire preuve d'opportunisme et essayer de creuser ce besoin-là, ce problème-là, pour le transformer en entreprise, en projet et en produit que vous allez développer. Donc en effet, tout au long de votre vie, dans votre activité personnelle, dans votre activité professionnelle, vous allez identifier tout un tas de frictions qui font que l'expérience utilisateur, elle n'est pas optimale. Et vous verrez, on en reparlera après, l'expérience utilisateur et un parcours utilisateur est fondamental pour pouvoir notamment trouver une idée qui a du sens. Et donc l'opportunité, ça pourrait être ça, améliorer une expérience utilisateur, supprimer des intermédiaires, challenger un prix. Vous voyez, aujourd'hui, une expérience, un produit coûte assez cher, par la suppression d'un intermédiaire ou par une innovation que vous allez pouvoir apporter, quelle qu'elle soit, faire en sorte que ce soit moins cher. Et également innover sur un modèle économique établi. Je donne un exemple. Si vous prenez le modèle économique d'un restaurant, dans la case ressources, vous supprimez le restaurant, ça donne une dark kitchen, sur laquelle vous proposez des plats, vous n'avez pas de lieu de vente, mais vous vendez sur les plateformes type Uber Eats, Deliveroo, etc. Donc c'est typiquement le genre de réflexion que vous pouvez avoir qui vont vous permettre de saisir des opportunités de marché. Donc effectivement, il y a pas mal d'éléments qui vont vous permettre de trouver une idée. Après avoir fait ce travail d'introspection qui est extrêmement important, parce que typiquement, vous allez avoir des biais qui vont faire que souvent, la plupart d'entre vous, vous allez vouloir vous lancer dans un secteur dans lequel vous avez déjà exercé. Vous connaissez le secteur, vous connaissez les clients, vous connaissez les fournisseurs, vous avez déjà un réseau, vous avez déjà un savoir-faire technique, mais peut-être que vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose qui est complètement différent. D'où l'importance de faire ce travail d'introspection et également ce travail d'exploration, d'aller essayer de vous mettre en contact avec des personnes peut-être déjà lancées, des personnes qui pourraient être vos potentiels clients, des personnes qui seraient vos confrères, donc vos concurrents sur le marché. Notamment, si je reviens sur la partie entrepreneurs qui se seraient déjà lancés, l'idée, c'est de leur poser des questions. De quelles idées ils sont partis à l'origine, quelles difficultés ils ont rencontrées sur leur parcours. Et des témoignages d'entrepreneurs, il y en a plein partout. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à tout ça. Quand je parle de témoignages, maintenant on a de plus en plus de podcasts liés à l'entrepreneuriat. On a des enregistrements, des vidéos, on a même, je crois, des émissions de télé sur la 6, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, je pense que vous savez trouver mon associé, je crois. Oui, c'est ça, voilà, merci. Merci. Donc vous voyez, le monde est vaste, donc intéressez-vous à tout ça, essayez de trouver des opportunités, de vous dire qu'est-ce qui me manque dans ma vie, qui me permettrait dans ma vie, qu'est-ce qui me complique la vie, comment je pourrais améliorer mon quotidien, comment je pourrais améliorer celui de mes proches, exact. Et l'idée, c'est vraiment de se dire,
réfléchir déjà qu'est-ce que je vais pouvoir proposer, qui pourrait être intéressé par ce que je vais proposer, comment je vais pouvoir distribuer mes produits, avoir déjà cette première structure, cette première architecture en matière d'idées qu'on va appeler modèle économique. Du coup, je te laisse prendre la main, du coup, Jérémy. Oui. La phrase qui est essentielle, je pense que vous la voyez, elle est écrite en gras. Il faut aller sur le terrain. Évidemment, vous avez le droit de trouver une idée derrière votre ordinateur ou derrière votre smartphone, c'est sûr. Mais maintenant, il va falloir aller valider tout ça. Et en effet, un entrepreneur, c'est celui qui se saisit des problèmes qu'il rencontre au quotidien et qui essaye de les résoudre. Tout le monde, peut-être, en venant ce matin à Mairie de Saint-Ouen, vous avez peut-être rencontré des problèmes, certainement. L'entrepreneur est celui qui va essayer de les résoudre. Et donc, vous pouvez tous, finalement, à partir de ça, trouver une idée. Ce qui est intéressant, surtout, c'est après d'aller sur le terrain, là où les personnes sont confrontées à ce problème-là, et aller les interroger pour essayer d'en comprendre le maximum. Et donc, aller sur le terrain, parler aux gens, ok, mais qu'est-ce qu'on leur demande ? Sur le schéma là, que vous avez grosso modo le schéma de ce que pourrait être une interview pour essayer d'aller creuser et valider une idée que vous aviez pu avoir tout seul dans votre coin. Donc, dans le contexte de la situation du problème qui est rencontré, donc si par exemple vous êtes amené à travailler sur améliorer le transport en métro, par exemple, vous pourriez demander aux gens quelles sont vos expériences par rapport au transport en métro, quels sont vos a priori, quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui fait que vous prenez le métro tous les jours. Et vous verrez, là, la personne elle va vous répondre tout un tas de choses. Moi, mon expérience, c'est que le métro parisien, c'est pas très bien, c'est pas très propre, c'est sale, enfin, je sais pas. Moi, j'ai pris la ligne 14 ce matin, il y avait un gros joli truc par terre, des restes de la soirée d'hier, c'était pas top. Et donc, vous allez avoir tout un tas de trucs. Moi, pourquoi je prends le métro ? Pour me rendre au travail. Ok. Quels sont les problèmes que vous rencontrez quand vous prenez le métro ? Ah, c'est blindé, il n'y a pas la clim, il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a même pas la 4G parfois. Et donc tout ça fait que je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas lire mon journal tranquille, je ne peux pas traiter mes mails, etc. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de problèmes par rapport à la situation que vous avez identifiée. Ensuite, vous abordez les contraintes. Quelles sont les contraintes ? Moi, je suis obligé de prendre le métro parce que je dois déposer mes gamins à l'école à 8h30. Je commence le travail à 9h. J'ai que 30 minutes pour me rendre sur le lieu de travail. C'est le métro qui me permet le plus facilement de le faire, par exemple. Ensuite, vous allez aller chercher les aspirations. Comment vous voudriez que ça fonctionne ? Et là, la personne, elle va vous dire j'aimerais bien pouvoir m'asseoir, j'aimerais bien qu'il y ait la clim, j'aimerais bien qu'il y ait le Wi-Fi, etc. Donc, vous voyez autant de potentielles solutions qui sortent de la bouche de vos clients sans que vous n'ayez rien à faire. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en général, ce qui sort de la bouche des clients, c'est ce qu'il faut faire pour que ça marche. Donc là, je vous donne un exemple qui est super bateau. Vous savez, on connaît tous les transports en commun, on connaît tous tout ça. Mais ce modèle d'interview se duplique à n'importe quel type de situation. Et c'est vraiment essentiel, j'insiste, d'aller questionner les gens là-dessus. Dernière partie, c'est les rêves. Donc dans un monde sans contraintes, sans limites, sans barrières technologiques, comment vous voudriez que ça fonctionne ? Et là, pareil, ça ouvre le champ des possibles et ça vous donne tout un tas d'insights, ce qu'on appelle des insights, donc des retours, des feedbacks des clients qui sont super intéressants et qui vont faire levier sur le projet que vous allez développer. Un autre levier pour trouver des idées, je vous ai parlé tout à l'heure de parcours utilisateur, c'est essayer de comprendre par rapport à une expérience donnée quelles sont chacune des étapes que réalise mon client. D'accord ? L'enjeu, c'est de le faire de la manière la plus précise possible. Typiquement, vous souhaitez ouvrir un business qui livre des petits déjeuners chez la personne. Votre thématique, c'est le matin, c'est le petit déjeuner. Vous devez essayer de comprendre qu'est-ce que fait la personne quand elle prend son petit déjeuner. Donc du moment où elle se lève jusqu'à son petit déjeuner. Il faut être super précis parce que vous allez pouvoir potentiellement identifier des trucs auxquels vous n'auriez pas pensé. Je donne un exemple. Moi, la première chose que je fais, c'est que je sors du lit, je cherche mes chaussons, par exemple. Et mon chausson, il y en a toujours un qui est barré je ne sais où. Oh, idée. Un truc qui remettrait mes chaussons bien à sa place. Ouais, génial. C'est un exemple un peu bateau que je vous donne, mais en tout cas, c'est de cette manière-là, là où il y a des expériences négatives, donc là, sur la petite courbe que vous voyez, vous avez un trait bleu qui est la normale,
Vous êtes au-dessus, expérience positive, vous êtes en dessous, expérience négative. Partout où il y a des expériences négatives, c'est là où vous allez pouvoir innover, où il y a un potentiel d'innovation et un potentiel business, surtout. Parce que quand le client n'est pas content de quelque chose, il cherche à résoudre. Et il cherche à être content. Et quand il cherche à être content, il paye. Pas dans la majeure partie des cas, mais en tout cas, il y a un potentiel de business qui est beaucoup plus intéressant. Alors, je ne vais pas nécessairement rentrer dans le détail de... J'ai le temps ? Kémy me dit que j'ai le temps, alors j'ai le temps. Là, je vous ai donné l'exemple du parcours de quelqu'un qui souhaite partir en vacances, en avion, pour un voyage vraiment exceptionnel. Alors, je n'ai pas été dans le détail des étapes. Hein. J'insiste, vous devez faire ce travail-là. Moi, j'ai pris vraiment que les grandes étapes parce que j'ai qu'une slide pour vous le présenter. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il fait ? Il recherche sa destination. Facile. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. Instagram, Google. On peut voir des images de tout plein de choses. Ça donne envie de rêver. Ça. Même on rêve. On se dit, j'aimerais trop aller là. La plage, elle est trop belle. C'est bleu. J'ai envie de me baigner. On se projette. C'est facile. Expérience positive, difficile d'améliorer. Pas impossible, difficile. Les gens sont déjà contents. Plus compliqué. Ensuite, on compare les prix. Pareil, plein de solutions existent, on reste sur quelque chose de positif, mais dès qu'on parle un peu argent, on fait tous un peu la tronche. Surtout en ce moment. Donc on pourrait se dire, ok, on pourrait essayer de faire que les billets d'avion soient moins chers. Ça, c'est pas mal comme idée. Ensuite, on achète les billets. Bon, là, on est bien, on a mis la carte bleue, ça fait un peu mal, mais on est content, on concrétise la chose, c'est chouette. Après, on prépare les valises. C'est catastrophe. Là. 23 kilos, la limite. Une valise, il faut tout faire rentrer. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je choisis ? Je prends lequel de maillot de bain ? Le rouge ou le bleu ? Et donc, on se pose plein de questions qui fait que l'expérience elle est négative. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Ensuite, on se rend à l'aéroport. Super négatif. Je ne sais pas si vous avez essayé de prendre le RER B avec 4 valises, catastrophe. Ou alors, vous y allez en taxi, ça fait mal. Ou alors, vous y allez en voiture, vous laissez votre voiture dans le parking de l'aéroport, ça fait encore plus mal. Ou alors, vous demandez à quelqu'un, mais c'est toujours demander un service. Donc là, pareil, il y a peut-être aussi des choses à creuser. Ensuite, on s'enregistre, on fait la queue pendant 3 heures, horrible. Pareil, il y a peut-être un truc à faire, comment on peut être diverti, comment on peut avoir du contenu, des choses intéressantes à ce moment-là. On décolle, un avion, ça vole. Et là, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y en a pour qui c'est super positif, qui vivent le truc à fond, qui regardent par la fenêtre et qui se disent c'est génial. Et il y en a pour qui c'est stressant, au possible. Est-ce que le moteur, il va cracher ? Est-ce que je vais sortir vivant de ce truc-là ? Et donc, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une courbe expérience, elle est propre à chaque individu et que c'est la somme des courbes qui feront une tendance générale. D'accord ? Ensuite, le vol, c'est long, il n'y a pas de place, on est mal assis, ok. Les compagnies, elles font des choses, elles ont mis des écrans maintenant, il y a plein de choses, mais elles continuent d'innover un maximum et croyez-moi que les compagnies aériennes travaillent énormément là-dessus. Ensuite, on récupère sa valise, au secours. Je pense que c'est un moment de stress pour tout le monde. Elle est où ma valise ? Pourquoi elle ne sort pas ? Pourquoi c'est long ? Elle est où ? Elle est où ? Et là, pareil, il y a peut-être des choses à faire. Un suivi en temps réel de ma valise sur smartphone. Trop bien. Et ensuite, on profite, on est au summum de son expérience. Il faut rentrer, c'est un peu moins cool. Et ensuite, on partage ses vacances, etc. Il y a tout plein de solutions. J'ai mis toutes mes photos sur Insta, j'ai plein de likes, j'ai plein de nouveaux abonnés, c'est génial. En tout cas, l'idée, et ça, c'est duplicable à tous les modèles, c'est de faire ce parcours utilisateur, quel que soit votre business. Vous souhaitez ouvrir un salon de coiffure ? Très bien. La personne, elle rentre dans votre salon de coiffure, elle attend. Personne n'aime attendre. Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre content ? J'offre un café. C'est classique. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et c'est ça qui fera la différence, en fait. C'est ça qui fera que le client, il ira chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, travaillez pour optimiser, améliorer au maximum l'expérience utilisateur à chacune des étapes. Au-delà de trouver une idée, ça sert aussi à générer davantage de business. Ok, donc là, on a vu que pour sauter le pas, il fallait déjà apprendre à se connaître. On a vu qu'il fallait trouver une idée. Maintenant, l'objectif, ça va vraiment être de la valider, de se demander comment je vais faire en sorte que mon projet, enfin mon idée, du moins à ce stade, soit faisable, comment il va pouvoir être viable dans le temps. Et pour ce faire, vous allez devoir vous pencher sur 2 thématiques. Déjà, l'étude de marché. Qu'est-ce que c'est que l'étude de marché ?
bonne question. En fait, l'étude de marché, c'est un mot qui peut être un peu barbare pour certains, mais l'idée est simple. Ça va vraiment être collecter de l'information et l'analyser. L'objectif de l'étude de marché, c'est de faire en sorte que l'idée que vous avez dans votre tête réponde bien à un besoin, qu'il y ait bien une demande en face. Du coup, ça va vous permettre d'avancer en terrain connu. Pour faire une étude de marché, vous allez devoir vous intéresser à plusieurs éléments de votre écosystème, de l'écosystème de votre marché, de l'écosystème de votre secteur d'activité. L'idée, c'est vraiment que vous le connaissiez parfaitement avant de vous lancer. Vous allez commencer par vous interroger sur votre marché. Quels sont les acteurs ? Comment est mon marché aujourd'hui ? Est-ce qu'il est en déclin ? Est-ce qu'il est émergent ? Est-ce qu'il est en croissance ? Quelles sont les perspectives ? Quelles sont les tendances ? Quelles sont les habitudes de consommation en ce moment ? Quelles sont les perspectives attendues sur le marché ? Vraiment, vous amenez à vous poser tout ce type de questions par rapport au secteur d'activité que vous allez viser. Toujours dans le secteur d'activité, vous allez avoir la réglementation. Extrêmement important, la réglementation. Des fois, elle peut même avoir un impact complètement freinant dans vos projets. La réglementation, qu'est-ce que ça va être ? Peut-être avoir des diplômes, devoir avoir des certificats pour pouvoir exercer un métier. Peut-être que ça va être des normes à respecter, des normes d'hygiène, des normes de sécurité et autres. Peut-être que ça va être détenir des assurances spécifiques dans le cadre de votre activité. Donc vous interrogez dès le départ sur ces thématiques et continuez à être en veille par rapport à cette réglementation qui peut changer à tout moment et qui peut avoir un impact soit favorable sur votre activité ou au contraire défavorable. Typiquement, si on se remet ce fameux, je crois, 13 mars 2020, chers citoyens, à partir de minuit, tous les commerces non essentiels ferment jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est de la réglementation. Donc, restez en veille par rapport à cette réglementation. Sur l'étude de marché, vous allez devoir également vous intéresser à vos concurrents, de manière à les connaître parfaitement, à connaître parfaitement leur fonctionnement. Qui ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? À quel prix ils le proposent ? Comment ils communiquent ? Quelle est leur présence sur les réseaux sociaux ? Quel est leur chiffre d'affaires ? Et l'idée, là, ça va être vraiment de l'étudier parfaitement de manière à vous dire j'ai bien compris qui ils étaient. Selon moi, j'ai identifié quels seraient leurs points forts. Selon moi, j'ai identifié quels seraient peut-être leurs axes d'amélioration. Et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer pour me démarquer d'une part, pour faire une place sur ce marché et amener peut-être une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. Ça va être pour la partie concurrence. Vous allez vous intéresser également à votre cible, à la cible que vous présentez, à la cible que vous visez aujourd'hui. L'idée, c'est de se dire que ma cible, avec mon produit, je vais pouvoir répondre à leurs besoins. Pour vous aider à travailler justement sur cette fameuse cible, sur ce fameux profil relatif à votre clientèle, vous allez pouvoir vous aider sur plusieurs critères. Peut-être ça va être des critères sociodémographiques, leur âge, leur genre, leur catégorie socio-professionnelle. Peut-être que ce sont des critères liés à leur comportement. Quel usage ils vont faire de mon produit ? À quelles occasions ils vont acheter mon produit ? Quelles sont leurs habitudes de consommation ? Peut-être que ça va plutôt avoir trait à des critères psychographiques, c'est-à-dire quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs traits de personnalité, quel est leur mode de vie. Et l'idée, avec l'analyse de la clientèle, c'est vraiment de se dire, maintenant que je connais bien ma cible, quelle est la stratégie de communication que je vais mettre en place derrière ? Quelle est la stratégie commerciale que je vais mettre derrière pour pouvoir la capter et l'atteindre ? C'est ça l'étude de marché. Une fois que vous avez fait une étude de marché bien cadrée, bien calibrée, c'est ce qui va vous servir d'avoir un maximum d'informations de manière à travailler sur votre prévisionnel. Et c'est là que vous allez réaliser votre étude financière. Qu'est-ce que ça va être là ? Ça va vraiment être la traduction chiffrée de votre modèle économique. L'idée, c'est de se demander dans quelle mesure mon activité va être rentable, dans quelle mesure je vais pouvoir en vivre, dans quelle mesure je vais pouvoir estimer mon chiffre d'affaires et les dépenses liées à mon activité dans les 3 ans qui viennent. Dans quelle mesure je vais pouvoir, par soustraction, déterminer mon niveau de rentabilité. Et c'est ça que vous allez chercher en tant que chef d'entreprise. C'est pas forcément un exercice toujours facile, pas toujours. Et du coup, comment sauter le pas ? Peut-être en vous faisant accompagner. Typiquement, un entrepreneur qui se fait accompagner a plus de chances de réussir. L'idée, c'est qu'il y voit peut-être un peu plus clair par rapport à son projet. Il va pouvoir en tirer pas mal de bénéfices. Peut-être prendre du recul par rapport à son projet. Peut-être pouvoir bénéficier de toute l'expérience, de toute l'expertise des spécialistes du monde de la création d'entreprise qui connaissent tout l'écosystème, qui est d'ailleurs présent au rez-de-chaussée. Donc je vous invite à communiquer avec eux, vu qu'ils sont là, à votre disposition aujourd'hui. Peut-être que ça va être challengé sur votre projet.
En fait, il y a beaucoup de bénéfices que vous pourriez tirer de cet accompagnement, sachant qu'aujourd'hui, l'offre est large, hein, elle est vraiment pléthorique et vous allez forcément trouver un accompagnement qui va être adapté soit à votre profil, soit à votre activité. Vous allez avoir des structures généralistes, des réseaux de financement, des réseaux d'aide en fonction de votre profil, des couveuses, des incubateurs, et d'autres dispositifs peut-être un peu plus régionaux. Oui, comme Camille disait, comment sauter le pas? C'est avoir une vision du risque qu'on va prendre. Donc essayons tous ensemble de réduire ce risque-là pour que vous puissiez prendre la meilleure décision possible. Et en effet, vous faire accompagner est, je pense, la meilleure décision que vous pourrez prendre sur un projet de création d'entreprise. Pas nécessairement par une structure, hein, ça peut être par plusieurs. Essayez de ne pas trop les multiplier pour pas trop avoir d'avis. Mais votre job en tant que futur dirigeant, c'est oui, avoir une vision holistique sur votre marché. Donc tout connaître, vous devez être le roi du secteur que vous souhaitez attaquer. Mais c'est aussi de bien s'entourer, de recueillir un maximum d'avis pour que vous puissiez prendre la meilleure décision possible pour votre business. Et en effet, on est à la région, donc on va parler d'un programme régional d'accompagnement qui s'appelle Entrepreneur #Leader, qui est opéré par tout un tas d'opérateurs, dont la BGE Paris. Vous avez la liste sur la slide précédente des opérateurs qui agissent sur le dispositif. C'est un dispositif en 3 phases qui est assez complet, qui accompagne vraiment l'entrepreneur sur toute sa vie d'entrepreneur. Donc de la phase anté-création jusqu'aux 3 premières années de vie de l'entreprise en passant par le financement. Donc on va être capable de vous accompagner là-dessus à des tarifs qui sont juste imbattables sur le marché, voire même parfois gratuit en fonction de votre situation. L'idée, en tout cas, c'est de bénéficier d'un accompagnement sur mesure, donc personnalisé, adapté à vos besoins, et par quelqu'un qui est à la fois proche de vous, parce qu'on est situé vraiment partout en Île-de-France, et qui est expert de la thématique, puisque tous nos conseillers, quelles que soient les agences qui opèrent sur ce dispositif, ont plusieurs années d'expérience en matière d'accompagnement et ont accompagné à chaque fois des centaines et des centaines d'entrepreneurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail des phases, hein, tout est plutôt bien décrit. Sachez que les opérateurs sont présents au rez-de-chaussée, dans le hall, pour répondre à vos questions et qu'on aura évidemment grand plaisir à vous accompagner sur vos projets et faire en sorte que vous puissiez vous aussi sauter le pas et vous lancer dans l'entrepreneuriat. On va conclure, parce qu'on nous fait des grands gestes pour qu'on termine. L'idée, c'est en tout cas, si vous savez répondre à ces 4 questions, c'est que vous êtes prêts pour vous lancer. Qu'est-ce que je vais vendre? À qui? Surtout, à quel problème je réponds? Et pourquoi ce projet a du sens pour vous? C'est essentiel. Une fois que vous aurez ça, vous saurez en dégager une proposition de valeur. Et je terminerai par ce petit schéma, en fait, sur c'est quoi la solution idéale. Hein, si à un moment vous avez coché ce petit triptyque, c'est que vous êtes dans le vrai et qu'il faut absolument que vous y alliez parce qu'il y a un vrai potentiel. Après, encore une fois, hein, c'est l'exécution qui fait la différence, hein, c'est pas l'idée. Mais si votre projet il est désirable, c'est-à-dire si les gens le veulent, en ont besoin, en ont envie, vous cochez déjà une très bonne case. S'il est faisable techniquement, aussi, c'est important. Hein, il ne s'agit pas de vouloir aller sur Jupiter, c'est pas possible. Même Elon Musk ne veut pas et pourtant tout le monde en a envie. Et il faut que ce soit viable, évidemment, il faut que vous puissiez en vivre. Donc c'est déjà d'une part pouvoir le monétiser et puis pouvoir en vivre économiquement, notamment à travers les projections financières qui sont réalisées dans le cadre de l'accompagnement. Nous en avons terminé et on va pouvoir passer à un temps de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous passer le micro, vous allez vous le faire passer au fur et à mesure. Donc la première question, oui madame. Oui, merci beaucoup. Je fais partie déjà de la BGE, je suis construire et piloter son projet entrepreneurial et j'envisage de rentrer dans la couveuse. Donc je peux témoigner, la BGE c'est vraiment hyper compétence. On a des cours exceptionnels et je voulais savoir si c'était mieux de faire entrepreneur leader avant d'entrer en couveuse ou comment ça se passe. Est-ce que c'est bien nécessaire ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il fut un temps où c'était cumulable, en fait, où la couveuse faisait partie d'Entrepreneur #Leader. Alors, c'est plus le cas depuis début 2022. Fondamentalement, faire les deux en parallèle sont possibles. Il y aura 2 accompagnateurs différents, enfin deux experts différents qui seront à vos côtés, mais c'est possible.
Absolument. Et Madame suit notre dispositif de formation. On est également organisme formateur et certifiant. Donc si vous êtes notamment inscrit chez Pôle emploi, on fait des formations gratuites sur le long cours, sur l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas le sujet. On pourra en discuter après. Avant tout, merci pour ces informations. Petite question, vous parliez du programme. Est-ce que vous mettez également en relation avec des compétences particulières? Parce que vous parlez d'exécution, donc l'exécution est clé. Comment on fait, selon vous, pour regrouper les compétences en fait, qui seraient nécessaires à une bonne exécution du projet? L'idée en étant accompagné, c'est que nous, en tant qu'accompagnants, on vous challenge un peu sur ce que vous savez déjà faire et ce que vous allez devoir apprendre à faire dans le cadre de votre projet. L'idée, c'est de construire avec vous toutes les étapes liées à la mise en place du projet et vous aiguiller au mieux par la suite. Si par la suite, vous allez avoir des besoins de financement, peut-être vous aiguiller vers des personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans le cadre d'un financement. Peut-être qu'en fonction de l'activité, en fonction du caractère peut-être innovant que vous allez apporter à votre projet, on va vous aiguiller vers nos confrères spécialistes de ces thématiques-là. Donc c'est ça aussi, travailler avec nos partenaires à la BGE. Après, pour répondre, si concrètement le cas, c'est je veux développer une appli, je ne suis pas dev, j'ai besoin d'un dev, on ne saura pas vous mettre en relation avec un développeur, ça c'est certain. Surtout que c'est la guerre pour trouver un développeur, bon développeur en plus. Donc non, si c'est ça la question, non. On n'a pas des développeurs dans la poche. Par contre, on saura vous aiguiller pour potentiellement rédiger un bon cahier des charges qui fera que la réponse d'un développeur sera de qualité. Ça, c'est davantage dans nos cordes. Voilà. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, pour ma part, j'ai déjà créé une entreprise que j'ai revendue. Et ce qui m'a manqué la première fois, c'est un associé. C'est un peu en lien avec les compétences. Mais du coup, aujourd'hui, où j'ai de nouvelles idées et de nouvelles envies, je ne sais pas trop comment faire pour trouver un associé. Est-ce que vous proposez aussi des mises en relation, justement, au sein de votre incubateur ou dans votre projet? Parce que voilà, j'ai trouvé que monter seul l'entreprise, c'était plus compliqué, en fait, au final, qu'à 2 ou à 3. Il y a des avantages et il y a des inconvénients dans les deux cas. En fait, déjà, quand vous êtes associé, considérez que c'est comme un mariage. Donc, il faut extrêmement bien choisir les personnes avec lesquelles on s'associe dans le cadre d'un projet entrepreneurial. Nous, à la BGE, on n'a pas un dispositif trouver mon associé. Par contre, on a des réseaux, on a des entrepreneurs avec lesquels on travaille, on a des entrepreneurs qui font partie de la BGE, qui demandent à être accompagnés et qui, eux aussi, potentiellement, chercheraient également des associés. Donc l'idée, c'est que vous, en tant que porteur de projet, d'aller initier la démarche, d'aller vers tout le réseau, tous les contacts qu'on met à votre disposition pour peut-être pouvoir trouver le parfait associé. Ouais, là, on répond beaucoup BGE, on va essayer de faire plus globalement. OK, à la BGE, on a ce qu'on appelle un BGE Club. Donc, c'est essentiellement pour des entrepreneurs, mais il y a des porteurs de projets aussi qui participent. Et c'est l'occasion d'échanger, de rencontrer des personnes. Plus globalement, participer à ce qui est organisé par des réseaux, participer à des meet-up, etc., sont autant d'opportunités pour rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, qui sont intéressés par la même problématique que vous et qui potentiellement cherchent aussi un associé. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation. Donc, ça donne envie. J'ai 2 questions moi, à vous poser. Donc, je suis salariée. Et j'aimerais savoir si les formations que vous proposez sont finançables par le biais des... comment on appelle ça ? Du CPF. Alors, dans les réseaux d'accompagnement, on propose pas mal de formations. Et dans tous les cas, normalement, vous avez peut-être des possibilités de prise en charge, soit par la région, soit peut-être via votre CPF. Donc n'hésitez pas à utiliser votre CPF si vous sentez qu'il est pertinent pour justement vous former et avancer dans votre projet. D'accord. Et ma deuxième question, donc vous proposez un dispositif d'accompagnement. J'ai vu que l'ADI aussi propose des accompagnements. Est-ce que ce sont des accompagnements complémentaires ou similaires aux vôtres ?
Non, je pense qu'il y a beaucoup de similarités entre les structures d'accompagnement. Et d'où l'importance pour vous de bien la choisir. Le fit, il est à la fois humain, donc avec la relation que vous allez pouvoir entretenir avec votre conseiller, mais il est aussi par rapport à des valeurs qui sont communiquées par une structure, etc. Je ne connais pas l'offre de l'ADI, donc je ne saurais pas vous dire. Là, il faut que vous puissiez benchmarker, donc regarder un petit peu l'ensemble des structures qui accompagnent, c'est comparer et voir ce qui est le plus adapté pour vous en fonction peut-être du secteur d'activité, d'une volonté d'être financé derrière. L'ADI finance les projets via des mécanismes de microcrédit, etc. Donc si vous avez envie d'être financé derrière, peut-être qu'aller vers l'ADI directement, c'est une bonne chose. Très bien, merci. Mais en effet, ce qui est important dans la question, c'est distinguer accompagnement de la formation. Ce sont deux choses différentes. Une autre question ? Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question concerne plutôt l'accompagnement pour la création d'entreprise. Je voulais savoir si il fallait déjà arriver à une étape bien précise pour commencer ce programme ou on pourrait le commencer même si, de l'étape 0, on va dire. Sur le réseau d'accompagnants, on propose un accompagnement sur toutes les étapes. Donc même quand vous n'avez pas forcément une idée très développée, très avancée, l'idée c'est de vous donner quand même la méthodologie, de vous armer avec les outils qui vont vous permettre d'avancer au moins dans la réflexion et d'affiner l'idée de manière à en faire un projet et peut-être passer sur des dispositifs un peu plus avancés qui vont vous permettre toujours d'avancer et de concrétiser le projet par la suite. Et pour répondre spécifiquement sur Entrepreneur #Leader, on demande à minima à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une adéquation entre le porteur de projet et le projet. J'entends par là qu'il faut que vous soyez en capacité de démontrer que vous avez un minimum de compétences pour mener à bien le projet. D'accord, via des entretiens ou... Alors après, chaque opérateur a son process d'onboarding, de faire entrer de nouveaux bénéficiaires. En général, c'est un échange téléphonique. Donc c'est soit formulaire plus échange téléphonique ou alors échange téléphonique. Mais en tout cas, voilà, c'est démontrer que si j'ai envie d'ouvrir un salon de coiffure alors que je suis ni coiffeur et que j'ai jamais fait de gestion, c'est compliqué, quoi. Donc là, on va peut-être vous dire non. Par contre, vous voulez le faire alors que vous êtes coiffeur, ok, très bien, on vous accompagnera. D'accord, merci beaucoup. Une autre question ? En tout cas, on se tient à votre disposition. On va pouvoir poursuivre les échanges pour ceux qui ne souhaitent pas prendre la parole ici maintenant. Si vous avez des questions à nous poser de manière un peu plus intime, on pourra vous répondre, il n'y a aucun problème. Et sachez que nous sommes présents dans le hall, dans le petit corner de la région Île-de-France pour vous parler de nos offres d'accompagnement, de formation également. Et sachez qu'on accompagne énormément d'entrepreneurs tous les ans et qu'on aura vraiment plaisir à vous accompagner sur vos projets. Et une question de monsieur. Non, alors moi j'ai une idée sur un domaine bien précis. Après, si je me dis que je lance mon auto-entreprise et qu'à un moment donné je veux modifier, que je veux faire deux choix, si vous voulez, dans l'auto-entrepreneur, donc soit de deux services complètement différents. Est-ce qu'avec la même entreprise, je peux me permettre de faire deux services différents ou faut que je reste vraiment sur le même thème ? Non, en fait, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs activités différentes, même complètement différentes, au sein de la même micro-entreprise. Par contre, vous ne pourrez pas, vous, en tant que personne, avoir plusieurs micro-entreprises. D'accord, merci. Je vous en prie. Mais voilà, donc fondamentalement, c'est possible. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est discutable. Non, mais après, c'est comment vous le communiquez. Il ne s'agit pas de brouiller le message, quoi. Si vous vendez des voitures et des torchons, c'est pas la même chose. Et c'est compliqué de parler des deux choses en même temps. Sauf si vous vendez des torchons pour voitures. Mais
Donc voilà, c'est la seule limite, mais fondamentalement, c'est possible. Bonjour, je me présente, je m'appelle Salim. Moi, j'ai un projet de franchise. Il faut poser 400 000 € sur la table. Le reste en crédit, c'est un projet à plus d'1 million d'euros. Comment vous pouvez m'aider? Ouais, bonne question. Attendez, je sors ma carte bleue. Non. Donc en effet, la phase 2 du programme Entrepreneur #Leader permet le financement des projets, franchise ou entreprise plus classique. Le tout est d'être en capacité de présenter un bon business plan. Donc logiquement, si le réseau de franchise est bien structuré, vous bénéficiez d'un accompagnement pour monter la franchise. Est-ce que vous êtes accompagné par le franchiseur ou pas pour l'instant? Bon, en général, ils accompagnent les personnes qui souhaitent ouvrir des franchises, donc peut-être se renseigner. En tout cas, nous, on saura vous accompagner pour vraiment structurer votre projet et faire en sorte que la personne qui entendra « je veux 400 000 € » ait tous les arguments nécessaires pour qu'elle vous dise oui. Après, 400 000, ça se fait. Il y a des mécanismes de prêt d'honneur qui sont des prêts à taux zéro et qui sont nécessairement couplés à des prêts bancaires. Où globalement, vous levez 1 en prêt d'honneur, vous pouvez faire jusqu'à x9 en prêt bancaire. Et donc, why not? Et puis après, il y a la région aussi qui intervenait juste avant, qui accompagne les entrepreneurs. Vous avez BPI aussi qui accompagne. Donc, il n'y a pas de frein. Le vrai frein, c'est présenter un dossier suffisamment quali et travaillé qui justifie que vous allez pouvoir rembourser votre crédit. Parce que le financeur, ce qui l'intéresse, c'est pouvoir rembourser et que vous remboursiez avec les intérêts pour qu'il gagne du fric. C'est comme ça que ça marche, c'est normal. Et donc, à vous de présenter un dossier béton. Et nous avons terminé. Je crois qu'il y a un discours dans le hall qui se tient, non? Même pas? Bah, même pas. Ok, merci beaucoup pour votre participation. Merci.